Bonjour, je m'appelle Mélanie Landreville. Je suis écrivaine et libraire à la librairie féministe Le Guélion. Je suis ici en compagnie de France Théoret à l'occasion de la sortie de son livre, son nouvel essai La forêt des cygnes, publié chez Remue-Ménage. France Théoret, on n'a plus besoin vraiment de la présenter dans le milieu littéraire. On la connaît, plus de 50 ans à œuvrer dans l'écriture, dans la pensée de l'écriture. Plus d'une trentaine de livres publiés dans diverses maisons d'édition. La cofondation de 2 revues, Spirale et, mon Dieu, Les Têtes de Pioche. Et la participation à la revue formaliste La Nouvelle Barre du Jour à la fin des années 60 et au début des années 70. Donc, merci de nous accorder cet entretien, France Théoret, nous étant la communauté littéraire qui sommes très heureuses de vous voir, en fait. On vous voit peu, alors c'est très chouette qu'on ait cette occasion-là de vous rencontrer. J'avais envie de commencer par la question de la joie. Ça m'a étonnée parce que dans votre livre, vous réfléchissez, vous vous souvenez des années 70 comme des années joyeuses, un temps joyeux dans votre mémoire. Et c'est des années qui sont quand même où le féminisme entre dans votre vie, la conscience féministe entre dans votre vie, et vous consacrez votre pensée, au fond, à la violence faite aux femmes, et particulièrement, et pourtant, il y a de la joie dans ces années-là. Dans les années 70, il y avait des rencontres, beaucoup de rencontres, et des choses qui se faisaient très spontanément. En fait, tout s'est fait à plusieurs niveaux dès le début, dès le commencement. J'écrivais à la Barre du Jour. D'ailleurs, j'ai écrit très peu à la Barre du Jour. Ça a été, comme vous l'avez dit tout à l'heure, difficile de commencer à écrire, mais il y avait une naissance d'un mouvement féministe qui était très large et qui s'est beaucoup rassemblé autour de la librairie des femmes, tenue par Thérèse Lamartine et Lise Cuillerier. Thérèse Lamartine qui publie toujours. Le dernier essai, c'est Une planète en mal d'oestrogène. Et c'était un peu le lieu de rendez-vous, une librairie. Nous sommes dans une librairie ici. Je suis certaine qu'il y a des rencontres qui se font ici et qui s'épanouissent ailleurs. Nous avions aussi, très rapidement, on a fait Les Têtes de Pioche, oui, avec un groupe de femmes, pas toutes des littéraires, mais toutes écrivaient, et il faut aussi qu'il y ait toutes sortes d'écritures autour du féminisme, pas seulement beaucoup des écritures littéraires, mais aussi d'autres formes d'écriture. Et aussi, ça a été les rencontres autour pour la Nef des sorcières. Alors, il y avait, pour ma part, je participais beaucoup aux manifestations de rue. J'en ai fait un nombre incroyable. J'allais le plus possible, et c'était à cette époque-là, on parlait de la question du corps, de l'avortement, et aussi il y avait des choses concernant la liberté des femmes de circuler, qui peut, par les revendications qu'on faisait, faire penser au mouvement. Moi aussi, oui. Il y avait la rue, la nuit, les femmes sans peur. Nous nous promenions au début de la nuit et on criait ça dans les rues.
il y avait aussi, on peut aussi imaginer les femmes qui disent nous aurons les enfants que nous voulons. Aussi, des choses à propos du corps. Notre corps nous appartient. Est-ce qu'on peut imaginer 1000 femmes crier dans la rue « Notre corps nous appartient ». Il fallait être un peu... il fallait être un peu, je dirais, éclaté dans notre pensée pour dire ce genre de choses. Et il y avait ce que je sais que vous aimeriez que je dise, des rendez-vous à peu près à moitié clandestins dans des appartements de la bouche à oreille, et on se rencontrait, et qu'est-ce qu'on faisait? On se faisait la bise, on se prenait dans les bras et on se faisait la bise. Et moi, je n'avais jamais fait ça dans ma famille, avec mes amis, et j'ai commencé à donner des bises aux gens de ma famille grâce aux féministes. Parce que nous faisions ça entre amis. Entre amis, on était spontanément amis, sans savoir qu'est-ce qui intéressait les unes et les autres et qu'est-ce qui pouvait nous antagoniser. On a eu des discussions là-dessus assez rapidement. Sûrement. Bon, alors voilà où c'était où c'était une efflorescence de tout. Oui. Et c'est en ce sens-là que je dis que c'était joyeux. Mais il y avait aussi, bon, à mon collège, où j'enseignais la littérature, on avait fait une grande manifestation avec des décorations et avec des objets, et on demandait des garderies, et on demandait à travail d'égale valeur, salaire égal. Alors, on sait qu'on ne l'a pas présentement. Donc, beaucoup de choses sont nées de ces années-là et qui nous ont paru importantes et qui ont été disséminées dans différents lieux, comme par exemple les syndicats, Oui. un peu partout. Oui, dans différents corps de métier, par exemple. Ça s'est étendu à l'ensemble de la société. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc, la joie venait du sentiment de faire quelque chose pour la société, pour soi-même, de la solidarité entre les féministes, entre les femmes. Entre les femmes, la joie venait sans doute, en tout cas pour ma part, venait sans doute du fait que j'avais pensé à ça toute seule. J'avais fait mon chemin à partir de Kate Millett. D'ailleurs, je ne suis pas la seule. Et beaucoup de femmes m'ont dit l'importance de ce livre, La politique du mal, et entre autres, Louki Bersianic, beaucoup d'autres, Nicole Brossard aussi, a trouvé que c'était un livre important. En fait, on avait un cheminement, disons, personnel, et on était en phase avec la société, avec, pas la société entière, mais des femmes. Vous trouviez une communauté de pensée, une communauté d'affection aussi, au fond. Exactement, de rencontres. C'est tellement important, les rencontres qu'on fait ou qu'on ne fait pas dans l'existence. C'est vrai. C'est vrai. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on parle de la question de l'autorité. Vous écrivez que tout de suite, au moment d'écrire, se présente la question de l'autorité pour vous. Qu'est-ce que c'est, cette autorité? D'où elle vient? C'est quoi? Comment ça se présente pour vous dans l'écriture? La question de l'autorité, c'est différentes choses. Mais c'est toujours quelque chose qui c'est très difficile. C'est très difficile. C'est peut-être la question la plus difficile. Voulez-vous essayer de l'éclairer un peu? Parce que pour moi, si je disais, et je dis que je suis
je suis venue au féminisme, je suis toujours féministe et on disait tout à l'heure qu'on découvre toujours des choses du féminisme. Mais l'autorité, c'est quelque chose qui m'a poursuivie à travers la vie, mais qui a toujours changé. Oui. J'ai toujours... Là, vous touchez un point sensible. J'ai toujours l'impression qu'une femme est sous surveillance. Donc, si je suis sous surveillance, c'est qu'il y a une autorité qui surveille. Et cette autorité-là, bon, c'est bien sûr la famille quand on est jeune, mais la famille aussi, ça devient aussi quelque chose qui peut être intériorisé. Et l'autorité demande constamment à rendre des comptes. Et la grande bataille, c'est de devenir... On parle très vite de devenir autonome, de ne plus être assujetti, parce que l'autorité, c'est quelque chose qui... On dit qu'il y a la bonne et la mauvaise autorité, mais moi, j'ai surtout connu la mauvaise autorité. Donc, l'autorité qui demande à rendre des comptes. Et, comment dire, s'émanciper de l'autorité, c'est quelque chose qui est continuel. Qui est continuel. Il y a encore des autorités qui demandent que moi, comme femme, je rende des comptes. Bon, quand il y a eu une grande partie de ma première... où, par exemple, tout ce qu'il y avait autour de la psychanalyse, que j'ai finalement éloigné dans mon écriture dans les années 80, pour devenir... aller du côté plus de la sociologie. Oui, aller du côté de la sociologie, l'anthropologie et du politique, j'y étais déjà depuis les années 60, mais dans l'écriture, la psychanalyse est là pour... il y a le moi, il y a le surmoi et il y a le ça. Et de toute façon, ces instances-là demeurent constamment, toute sa vie. Mais si vous pouviez préciser cette question de l'autorité, j'aimerais bien. Mais vous revenez à plusieurs reprises sur l'éducation noire que vous appelez, en pensant à la grande noirceur, j'imagine, dans laquelle était plongé le Québec, mais dans laquelle vous étiez plongé, vous aussi forcément, et vous parlez du manque de livres et d'une certaine bourgeoisie intellectuelle qui pouvait juger... par exemple, votre langue, l'accent que vous aviez, et puis... et donc, à ce moment-là, ça ressemblait à ça, l'autorité. Mais on dirait, dans ce que je comprends dans votre livre, que ça, les blessures liées à ça, donc de l'autorité, se poursuivent, même si elles ont changé, les autorités, il y a quand même quelque chose qui reste dans le temps et avec laquelle vous êtes toujours... je sais pas comment, je vais dire en relation pour pas dire... En relation mauvaise. Oui, c'est ça. Oui, ouais. Vous touchez beaucoup de choses à la fois. L'éducation, la pédagogie noire, c'est Alice Miller qui a parlé de ça. Et en littérature, Elfriede Jelinek a écrit beaucoup sur la pesanteur de son éducation. Et en fait, l'écriture dans l'écriture, je mets à jour ce genre de choses. Je sais que
je suis aussi autonome que possible. La question, on dirait que je dis, moi, je ne suis pas autonome et je cherche encore l'autonomie. Ah non, au Et contraire. la question, elle ne se pose pas comme ça, c'est que je trouve que c'est sans fin. Oui. C'est sans fin la question de l'autorité. Comme, par exemple, dans tout ce qui se passe, et ça, j'y ai réfléchi dès les années 70, ce qui se passe dans la question du harcèlement, du viol et tout ça, il y a des pôles d'autorité. Absolument. Et les femmes sont, comment dire, pas victimes, mais Aux prises. oui, sont aux prises, en lutte contre oui, ça, oui. continuellement. Je ne peux pas aller vraiment plus loin, Oui. parce que l'autorité, c'est... l'autorité, est-ce que... bon, de toute manière, l'écriture n'est jamais quelque chose qui est total. Il y a toujours des doutes par rapport à l'écriture. Et moi, je ne les cache pas. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est pour ça. Moi, je trouve pas que c'est une question que ça met en question votre autonomie. Au contraire, moi, je trouve que justement le fait d'en parler, que vous en parliez, c'est justement parce que vous brassez la masse qu'on voudrait inconnue et qui voudrait rester. L'autorité voudrait qu'on ne sache pas qu'il y a une autorité. Mais vous allez brasser la chose c'est bien dit. Révéler. Que c'est bien dit. L'autorité ne voudrait pas qu'on sache quelle est l'autorité. Et je ne sais pas, mais je crois que ici, il faudrait toujours montrer un visage impeccable de force, de gagnant, de gagneur. Il faudrait constamment afficher la force, l'absence de doute et tout. Je ne l'ai pas fait et par moment, c'est très dur. C'est très dur parce que j'affirme beaucoup de choses. Oui. Ça ne m'empêche pas d'affirmer, mais je sais qu'il y a... je sais qu'on nous surveille, les féministes, sans être une paranoïaque. Non, Ça n'a pas à voir, non. mais je sais que on voudrait bien que on reprenne... On voudrait bien qu'on reprenne nos lots traditionnels. De silence et d'abnégation. De silence et d'abnégation. Bon, et ça fait très longtemps qu'on parle de ça. Je lisais la dernière... bon, en tout cas, ce qu'on fait pour soi et ce qu'on fait pour autrui, il faudrait constamment agir en fonction d'autrui. Alors que moi, je ne veux pas dire que mon écriture est parfaitement altruiste. Je veux aussi que cette élaboration de soi est très importante. Et si on ne fait pas, attention, ben encore en ce moment, il y a un grand mouvement qui s'appelle le CARE. Oui. Le CARE. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, le CARE... Je ne sais pas, je prends mes distances par rapport à ça, tout en sachant que c'est ça, ce qu'une femme fait pour elle-même et ce qu'elle fait pour autrui, c'est toujours la question. Simone de Beauvoir la posait déjà. Je ne suis pas très originale. Mais c'est pas très original, mais c'est quand même débusquer. Débusquer ce qui... débusquer le masculinisme, débusquer enfin tous ces mouvements d'extrême droite. Bon, c'est quelque chose qui est très important parce que on ne sait pas pourquoi on n'arrive jamais à éradiquer complètement, à dire c'est fini. Ça continue. Oui.
Vous me menez loin, vous, Mélanie. Et c'est pas fini. J'aimerais maintenant, si vous le voulez bien, qu'on tourne notre attention vers le formalisme. Parce que ça a été son importance historiquement, mais surtout pour vous. La question de comment écrire, qui revient dans vos livres et qui revient aussi comme un leitmotiv dans celui-ci. Régulièrement, vous reposez la question, mais comment écrire? Comment écrire? Comment écrire donc? Comment? Merci de me poser cette question-là. Vous êtes vraiment une littéraire. Comment écrire? C'est ma question. C'est ma question, même lorsque je n'écrivais pas, c'était, et que je pensais à l'écriture. Alors, comment vais-je écrire? Quelle forme va prendre l'écriture? Et je peux dire que j'ai trouvé 2 ou 3 formes différentes, mais je n'arrête pas de chercher. Et Louki Bersianic avait beau me dire il y a 1000 formes d'écriture. Je crois qu'elle avait énormément plus d'imagination de ce côté-là que je peux en avoir. En réalité, le formalisme des années 60, c'était, du côté de Mallarmé, c'était la recherche de dire très peu, de la recherche du blanc. Et ça a été j'ai peu écrit de cette façon, mais je me suis beaucoup interrogée, et je crois que c'était nécessaire. Et je voyais aussi la question suivante, à savoir, de façon livresque, il y avait eu le nouveau roman, il y avait l'avant-garde parisienne de tel quel, le formalisme, et nous avons créé notre propre formalisme à la barre du jour avec Nicole Brossard, principalement. Donc, ensuite, je crois qu'il y a eu énormément de vie active qui a fait que je pensais continuellement à l'écriture, mais je ne le faisais pas. Et quand est arrivé le féminisme, là, je pensais, l'expression d'ailleurs, la forêt des signes vient de ce que j'ai trouvé à partir du féminisme, à savoir que le monde n'était pas blanc, mais n'était pas vide, pas blanc dans le sens bon, mais dans le sens de vide, mais il était au contraire touffu. Et qu'il fallait que je trace mes signes, mes mots, à travers ce monde touffu. Et d'ailleurs, ça a été aussi une avant-garde dans d'autres pays, comme par exemple l'avant-garde allemande, mais je ne la connaissais pas du tout, qui est partie de cette idée justement d'un monde touffu. Donc, mais ça, je l'ai découvert dans les années 80 avec les textes d'Elfriede Jelinek. Et donc, comment écrire? Il y avait dans ce monde touffu la façon de parler. Et le joual avait beaucoup d'importance à cette époque-là. Et le joual a été longtemps contesté, mis en parallèle. Vous savez, ça n'a pas passé tout seul, les pièces de Michel Tremblay. Hein. Il y a eu beaucoup de discussions et de refus. Oui, c'est un bon mot. C'est un bon mot, scandale. Et alors, je voulais utiliser à la fois du langage parlé et du langage écrit.
donc de la culture. Ma première culture est une culture populaire, donc on peut dire que le joual était partout autour de moi. Donc, ma deuxième culture, c'est celle de mes études. Bon, alors j'ai voulu faire un tressage de ces textes-là, et je l'ai fait, je lisais constamment mes textes à haute voix. Oui, c'est ça. C'est ça pendant 10 ans, en fait. Et mon premier roman, Nous parlerons comme on écrit, est aussi un tressage de ce langage-là. Oui. Et ensuite, bon, il est arrivé qu'une partie de ma vie, très, très occupée, où je n'avais presque plus le temps pour ce qu'Hannah Arendt appelle la vie contemplative, au sens large, et et j'étais uniquement lancée dans la vie active. Je faisais des choses, mais c'est incroyable tout ce que je faisais à cette époque-là. Et je cherchais quand même à écrire de la poésie. Et à un moment donné, je me suis retrouvée dans un hôtel à Ottawa avant quelque chose comme un jury, quelque chose comme ça. Je me suis mis à écrire intérieur. Et à partir d'intérieur, c'est l'écriture de mes études, donc de ma culture seconde, qui est apparue. Et là, les questions, je me posais les questions parce que, en fait, je ne sais pas s'il existe des textes des professeurs, mais sur la modernité et le roman. Pour moi, ça m'a interrogée peut-être pendant 10 ans. Quoi décider à écrire, dans quelle forme écrire le roman? Parce que je n'en voyais pas d'autre que le fragment, comme Nous parlerons comme on écrit, ou bien une histoire racontée. Je ne sais pas, je pense que je n'avais pas cette imagination des formes. Et là, j'ai écrit des romans, mais des romans qui vont d'un point A au point Z, mais à l'intérieur, il y a... Je ne saurais pas les analyser moi-même, mais je sais que c'est dans ma culture seconde. Et j'ai voulu changer le langage, ne plus avoir affaire au... J'avais changé, j'avais laissé de côté la culture première, qui renvoie beaucoup aux émotions, et j'ai cherché une écriture froide. Oui, des pensées froides. Des pensées froides, parce que je me suis constamment éloignée du lyrisme. Du lyrisme, bon, premièrement parce que la littérature s'en était éloignée depuis 25 ans, mais aussi parce que je trouvais que le lyrisme, ça n'allait pas du tout avec les propos que je voulais tenir, et je ne sais pas... On emploie toujours ce terme, mais je ne sais pas exactement ce qu'il recouvre. Je voulais des pensées froides. Écoutez, je n'ai pas... chirurgical aussi, j'employais ce terme. Oui. À l'os, comme presque à l'os. Exactement, oui. Oui. Pas de métaphore. Pas de métaphore. La pensée directe, l'écriture directe. Merci. L'écriture directe, dire directement, oui. Oui. Et aussi, la phrase courte. Oui. On me le pardonnait pas facilement au début, dans les années 80, la phrase courte. Et oui, ça a même été déjà comparé à des choses assez laides. Mais aujourd'hui, on peut voir qu'on peut faire des montages dans les textes, des montages de pensée. Parce que j'ai toujours pensé le texte comme un montage. Oui, c'est ça. Vous écrivez justement que vous travaillez en strate, puis aussi que vous montez des parties
soit sonore, de manière sonore, vous dites, ah, ben, c'est des parties qui pourraient aller ensemble, ou selon le thème, ou selon le rythme, ou... C'est comme ça que vous fonctionnez concrètement dans l'écriture. Je n'écris pas à partir... Le récit est du point A au point Z, mais je n'écris pas du point A au point Z. J'écris des moments. Oui. À partir d'entrées différentes. Exactement. Tout au long de l'écriture, par exemple, vous pouvez commencer quelque chose, puis vous dire, ah, ben j'ai une idée pour telle autre partie qui est déjà peut-être en branle, puis vous allez écrire dans cette partie et vous ressautez. Est-ce que vous pouvez aussi couper des sections pour les ramener dans d'autres sections en cours de travail? Oui, mais disons, oui. Oui. Oui, je peux faire ça, oui. Mais je me rappelle toujours que texte veut dire tissu. Oui. Et tissu, on peut faire une brèche dans le tissu et ensuite retisser le tissu. Oui. C'est ce que je vise. Oui. Madame Théoret, en terminant, j'aimerais vous demander, vous écrivez « La matière n'est pas la manière ». Et même plutôt, vous écrivez « La manière est la matière ». J'aimerais vous demander, avec MeToo, comment on fait? Que fait-on avec la matière n'est pas la manière? Parce que c'est toute une matière à mettre en manière. La question, vous savez, j'ai dans ce que j'écris, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, et les réponses ne sont pas évidentes et ne sont pas là. À un moment donné, j'aborde la question de l'émotivité. Je vais en passer par là pour arriver à MeToo. Cette question de l'émotivité, qui est la mienne, je n'arrive pas à la saisir. Mais peut-être qu'un jour, ce sera saisissable par écrit. La question à propos de moi aussi, je préfère dire moi aussi, parler français. Ah, oui. Alors, dans les années 70, c'était une question que j'abordais, et je n'étais pas la seule. D'autres aussi l'ont abordée de différentes façons. Maintenant, nous sommes en phase avec le réel, la réalité, à aborder cette question. Donc, les féministes vont plus loin avec tous les risques pour elles de ce qui va se passer. Quant à... Il se trouve aussi beaucoup de textes qui abordent ces questions-là et qui trouvent différentes formes. Donc, il y a des manières d'en parler. Ces manières-là existent dans la littérature d'aujourd'hui, mais bon, alors il faudra un moment, il faut les lire d'abord, les comprendre, les prendre, les voir, les transformer. Mais voilà ce que fait la littérature des femmes. Elle va de matière en manière et de manière en matière. C'est à peu près ce que je peux répondre sur une question aussi littéraire. Aussi difficile aussi. Oui. Ben, je vous remercie infiniment d'avoir accordé cet entretien-là à la librairie, à moi, mais dans le cadre de votre lancement, c'est vraiment une joie d'avoir pu m'entretenir avec vous aujourd'hui. Moi, je vous remercie énormément. Merci. De m'avoir amené sur les deux terrains que je préfère, le féminisme et la littérature. Oui. Alors, je vais inviter les personnes qui regardent l'entretien à vous procurer La Forêt des Cygnes dans vos librairies préférées et aussi sur leslibraires.ca.